suivre. Nous sommes en direct sur RT1 et nous émettons à partir d'Abidjan. Voici les titres de cette édition. 11 avril 2011, 11 avril 2017, cela fait 6 ans que la crise post-électorale de fin 2010, début 2011 a pris fin avec l'arrestation de l'ex-président Laurent Gbagbo. 6 ans après, des Ivoiriens se souviennent de ces jours dans l'histoire de leur pays qui a fait plusieurs morts. Un séminaire gouvernemental se tient depuis ce matin au palais présidentiel en présence du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Un séminaire pour vérifier la cohérence d'ensemble des plans d'action prioritaires 2017-2020. En Somalie, un kamikaze s'est fait exploser hier lundi matin dans l'un des plus grands camps militaires de la capitale somalienne, Mogadiscio, faisant plusieurs morts. Nous vous le disions à l'instant, 11 avril 2011, 11 avril 2017, cela fait 6 ans que la crise post-électorale de fin 2010, début 2011 a pris fin avec l'arrestation de l'ex-président Laurent Gbagbo. 6 ans après, des Ivoiriens se souviennent de ces jours dans l'histoire de leur pays qui a fait plusieurs morts. Deuxième grand titre de cette édition, un séminaire gouvernemental se tient depuis ce matin au palais présidentiel en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Un séminaire pour vérifier la cohérence d'ensemble des plans d'action prioritaires 2017-2020. Chaque ministre devra exposer sur ses actions prioritaires. Awa Touré. 4 mois après sa formation, le gouvernement Amadou Gon Coulibaly tient son premier séminaire sur les plans d'action prioritaires 2017-2020. Il s'agit de trouver les voies et moyens pour répondre aux attentes des populations. L'objectif de ce séminaire est donc de vérifier la cohérence d'ensemble de ces projets de plans d'action prioritaires 2017-2020 et de les valider. Dans les jours qui suivront, chaque ministre recevra sa lettre de mission proprement dite, tenant compte des ajustements et ou compléments qui seront apparus nécessaires au cours du présent séminaire. Il appartiendra ensuite à chaque ministère de décliner son plan d'action en mesures opérationnelles pour l'année 2017 et suivante. Et ceci se traduira notamment par la nature des textes à présenter en Conseil des ministres. Ce séminaire gouvernemental pour le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, doit permettre de relever les défis qui se dressent encore sur le chemin de l'émergence de la Côte d'Ivoire, malgré les embellis de ces dernières années. Les défis demeurent encore nombreux pour satisfaire les attentes légitimes de nos compatriotes, surtout en ce qui concerne l'amélioration de leurs conditions de vie et une meilleure distribution des fruits de la croissance. C'est dans cela que tient l'aide des enjeux importants du présent séminaire. Il s'agira en effet d'une part de capitaliser les acquis indéniables enregistrés au cours des années précédentes et d'autre part de maintenir, voire de renforcer la dynamique de croissance économique dans la perspective d'un développement plus inclusif et plus durable. Les leviers de ce développement inclusif et durable ont été déjà définis par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, à travers notamment la poursuite des efforts pour renforcer la cohésion nationale, la consolidation de l'état de droit, entre autres par la généralisation de la bonne gouvernance et le maintien d'un cadre macroéconomique sain, la promotion de l'emploi des jeunes, la promotion de l'autonomisation des femmes, l'accélération de la transformation structurelle de notre économie en vue de la rendre plus compétitive dans tous les secteurs. Le vice-président de la République a par ailleurs indiqué que le programme de travail gouvernemental devenu plan d'action prioritaire doit être un outil d'orientation, la boussole de la bonne gouvernance. Awa Touré, autre information, le sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a refermé ses portes hier lundi. Les chefs d'État qui ont participé à ce sommet ont regagné leur pays respectif dans la soirée d'hier. Ce sommet extraordinaire de l'UEMOA s'est soldé par la désignation d'un nouveau président de la commission de l'UEMOA. Il s'agit du candidat du Niger, Abdallah Boureima. Jean-Kofi Abolin. Fini la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA qui s'est tenue ce lundi 10 avril 2017.
Rencontre au cours de laquelle la question sécuritaire a occupé une place de choix. Sur ce sujet, le président de la République, Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA, a demandé que l'on mette l'accent au sein de l'Union sur la mutualisation des moyens pour prévenir la menace terroriste. Nous avons échangé sur les progrès importants réalisés dans notre espace commun, qui a affecté en 2016 un taux de croissance de 6,8%, soit 4 fois le taux moyen au niveau de l'Afrique subsaharienne, qui n'était que de 1,6%. Nous avons cependant noté les défis sécuritaires et économiques de notre Union. Et les chefs d'État, en conséquence, ont décidé de renforcer la coopération en vue de mutualiser les moyens pour lutter contre le terrorisme. Le chef de l'État ivoirien, se soumettant par la suite aux questions des journalistes, a rassuré sur la situation du franc CFA pour faire taire certaines rumeurs. Pour le président Alassane Ouattara, le franc CFA dans l'ensemble des pays membres de l'UEMOA se porte bien. À l'issue de nos entretiens au niveau des chefs d'État, nous avons constaté que notre monnaie se porte bien. La zone UEMOA a des réserves de change qui représentent plus de 5 mois d'importation. Alors que, en général, la règle retenue dans le monde entier est d'environ de 3 mois d'importation. Donc il faudrait que toutes les informations sur la solidité et la pérennité de notre monnaie soient bien expliquées. Cette zone est bien gérée, les ressources en devises sont importantes, les politiques macroéconomiques sont bien tenues, la croissance économique est forte, 4 fois la moyenne sur le continent africain, 6,8%, comme je l'ai dit, par rapport à 1,6% pour la moyenne du continent. Le taux d'inflation est maîtrisé, moins de 2%, les déficits budgétaires également, et bien sûr la dette extérieure fait l'objet de toutes les attentions. Je voudrais donc rassurer les uns et les autres, et notamment nos populations, que notre monnaie est saine et elle est de bonnes mains. Le communiqué final qui a sanctionné la fin des travaux a été lu par le président sortant de la commission de l'UEMOA, Cheikh Agibou Soumaré. Il a révélé le nom de son successeur en la personne de Abdallah Bourehima, le candidat du Niger. Le communiqué a fait également état de l'hommage rendu à la Côte d'Ivoire pour la réussite du référendum en vue de l'avènement de la Troisième République ivoirienne et les élections législatives. Il a aussi attiré l'attention des dirigeants de l'UEMOA sur les finances business pour faire allusion en Côte d'Ivoire à l'agrobusiness afin que la vigilance soit de mise face aux velléités d'arnaque. Et nous vous proposons justement le communiqué final de ce sommet. La conférence apprécie les initiatives prises par la Banque centrale aux fins de l'élargissement de la gamme des produits pour le financement des économies de l'espace communautaire à travers la promotion du crédit bail, du capital investissement, de la finance islamique et de la facturage. Elle invite les États membres à diligenter la transposition dans leur ordre juridique interne de la loi uniforme sur le crédit bail dans l'Union. Les chefs d'État et de gouvernement ont pris connaissance des actions engagées par la Banque centrale pour la mise en place d'une autorité de résolution de crise bancaire et l'alignement du dispositif prudentiel de l'Union sur les standards internationaux, à travers l'implémentation des dispositions de Bâle II et Bâle III. Il l'encourage à poursuivre les efforts engagés en vue de la consolidation de la stabilité financière dans l'Union. Et notre reporter Jérôme Kofi Aboula a interviewé le nouveau président de la commission de l'UEMOA, le Nigérien Abdallah Bourehima. Nous l'écoutons. Je suis honoré et flatté d'avoir été nommé à la tête de notre institution pour continuer à servir notre région. Nous allons nous revoir et nous entretenir plus longuement dans d'autres conditions
pour que les décisions que les chefs d'État ont prises ce matin, nous puissions en faire le déroulé et vous dire comment est-ce que nous comptons honorer cette nouvelle feuille de route dessinée par les chefs d'État. Allez, tout à fait autre chose à présent. Le nombre d'Ivoiriens à l'immigration connaît une hausse ces dernières années. Entre janvier et février, 800 migrants illégaux d'origine ivoirienne ont été enregistrés en Italie. On estime à 11 000 l'effectif de ceux qui ont traversé la Méditerranée en 2016. D'autres ont échoué en Libye. Et c'est le cas de ces jeunes Ivoiriens que notre reporter Alexis Ouedraogo a rencontré. Voici son reportage. Depuis moins de 2 semaines, elles sont à Abidjan, après plus de 3 mois passés en prison en Libye. Elles réapprennent, elles et leurs nourrissons, à vivre. Si elles acceptent aujourd'hui de raconter face à nos caméras l'enfer vécu, elles posent une condition, que jamais ne soit dévoilé leur visage. On l'appellera Nadine, celle qui nous reçoit. De bonne heure ce lundi, elle s'affaire en cuisine pour recevoir ses compagnons d'infortune. Parmi elles, Ida, 26 ans, mère de 2 enfants. Son rêve était de rejoindre une amie en Italie. Rassemblant toutes ses économies, environ 2 millions de francs CFA, Ida prend en 2016 la route pour la Libye. Dans mes petites économies, j'ai appris que les gars traversaient pour aller sur l'eau en Italie. J'ai dit, bon, il n'y a pas mon argent pour traverser, pour aller en Italie. Parce que j'ai une cousine là-bas, elle, je l'ai appelée pour dire, ah, si je venais, est-ce qu'elle va aller me chercher? Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, elle va aller me chercher. Donc, depuis ça, je suis passée par le, comment on appelle, Burkina, Niger, pour aller sur Tripoli, en voiture. Une fois en Libye, Ida découvre l'horreur de la traversée pour l'Europe. À chaque fois, il y a des morts, à chaque fois, il y a des morts. Moi, je ne pensais pas que c'était un truc comme ça. Pour moi, c'est un truc bien, tu es dedans, tu t'en vas sur l'Italie. Il m'a dit, non, c'est pas comme ça. Un matin, qu'Ida est à Tripoli, elle et d'autres Africains sont arrêtés. Avec elle, ses nouvelles amies, elles découvrent ensemble l'horreur de la prison. Nous, on dit on souffre, mais pour les garçons, c'est grave. Les garçons, même, c'est grave. On les fouette. On les frappe. Dans la nuit, on baisse l'eau. Comme notre position sur la coude, on a le temps de regarder. En regardant, mais quand on te voit, mais on vient te frapper. On les roule comme ça, on baisse l'eau, on les fouette avec les tuyaux pour rien. La maladie, la douleur, la faim, la soif, la mort, l'humiliation. Ida et ses amis les ont connus durant ces 3 mois. Leur salut viendra de l'ambassade de Côte d'Ivoire dans le pays. Informés de l'existence de ces camps de détention, ils se mettent à la recherche d'Ivoiriens. Un jour, on était là, on dit que l'ambassade de Côte d'Ivoire est venue. Et M. Daouda Soumaoro, on est venu voir le monsieur, il dit, tonton, ils sont venus nous arrêter. Le monsieur dit on n'a qu'à dire Dieu merci. Que lui-même il est venu nous voir, on est vivant, qu'on n'a qu'à dire Dieu merci. Donc, il n'a rien dit qu'on va faire votre papier le plus vite possible. Là, vous allez rentrer chez vous. Et vous étiez combien? On était beaucoup. En mars dernier, ils sont 151 à avoir été rapatriés en Côte d'Ivoire. Quelques enfants en bas âge, des mères de famille, des jeunes, les plus nombreux. Ida voulait rejoindre clandestinement l'Europe. Nadine et Eliane, elles, retrouvaient leur époux, employé au noir à Tripoli. Mais l'enfer était au rendez-vous. Alexis Ouedraogo, le taux de couverture en électricité est de 78% en Côte d'Ivoire. La Banque mondiale veut aider notre pays à s'électrifier. Elle vient d'approuver un crédit de 199 milliards de francs CFA, plutôt 195 milliards de francs CFA pour poursuivre son électrification. Adama Koné. Ces chiffres jettent la lumière sur les contraintes liées à l'accès à l'électricité en Côte d'Ivoire. Alors que le taux de couverture en électricité est de 78%, seulement 29% de la population dispose de ce service. Traduction, l'électricité est disponible, mais une grande partie de la population des localités desservies n'est pas raccordée. Éclairée par cette situation, la Banque mondiale apporte son appui au gouvernement ivoirien.
dans sa politique énergétique à 3 vitesses. Produire de l'énergie suffisante, fournir de l'énergie de qualité et proposer de l'énergie bon marché. La Banque mondiale accorde donc un crédit de 325 millions de dollars, soit 195 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, pour la réalisation du projet de transport, de distribution et d'accès à l'électricité. Concrètement, le projet financera les investissements prioritaires pour améliorer l'approvisionnement électrique, ce qui permettra à environ 1 million de foyers à faible revenu d'accéder à l'électricité d'ici 5 ans. Pour ces ménages, les frais initiaux de raccordement seront pris en charge. Du coût de 100 000 francs CFA, ces frais passeront à 1 000 francs CFA, de quoi illuminer le visage de la population cible. Il s'est ouvert hier lundi à la primature la 3e évaluation des projets du contrat de désendettement et de développement C2D. Il s'est agi de faire le bilan des projets initiés pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. Francis Boifo. D'excellentes relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, traduites sur le terrain par la réalisation d'importants projets dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. 413,25 milliards de francs CFA prévus sur la période 2012-2015 pour le premier contrat et une enveloppe de 738 milliards de nos francs pour le deuxième C2D. La partie française se dit satisfaite des taux de décaissement. Le premier C2D donc est décaissé à 85%. Quant au deuxième, il est en ce moment à hauteur de 60-65%. Améliorer sans doute donc les procédures de passation des marchés. On s'aperçoit qu'au fil du temps, finalement, les délais sont de plus en plus longs. Ça veut dire aussi que quand on fait des appuis financiers à certains secteurs, il faut vérifier que la viabilité financière et économique de ce secteur est vraiment forte. Des sujets qui feront l'objet des 5 jours de travaux entre les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre des projets. J'ai demandé au secrétariat technique d'assumer une nouvelle fonction qu'il n'assumait pas complètement jusqu'à maintenant, qui est de signaler les lenteurs. À chaque fois qu'il y aura lenteur, je regarderai personnellement. À chaque fois qu'il y aura besoin de dénouer une difficulté, à chaque fois qu'il y aura besoin d'un arbitrage, donc je résoudrai cette question-là ou je la ferai remonter, donc si nécessaire, donc à l'arbitrage de Monsieur le Premier ministre. Donc nous sommes là pour que les choses aillent vite et bien. L'éducation-formation, l'emploi, la santé, l'agriculture, le développement rural, la biodiversité, le développement urbain, le transport, les infrastructures et la justice. Plus de 1151 milliards de francs CFA sont prévus dans le cadre du partenariat franco-ivoirien pour réaliser les projets d'ici à 2020. Si vous êtes à Yamoussoukro, sachez que désormais la voie qui part de la résidence privée de Félix Houphouët-Boigny jusqu'à la basilique Notre-Dame de la Paix porte le nom de Pierre Fakouri, architecte bien connu ici en Côte d'Ivoire. Et la voie qui côtoie la basilique, route de Boisflé, est appelée boulevard de la basilique Astou Touré. 2 plaques découvertes. Sur l'une, il est inscrit boulevard de la Basilique et sur l'autre, avenue Pierre Fakouri. Cette cérémonie entre dans le cadre de l'adressage des rues entrepris par le conseil municipal de Yamoussoukro. C'est une action qui vise à inscrire la capitale politique dans la modernité en matière de localisation de sites. C'est pour vous. C'est pour que le touriste en arrivant à Yamoussoukro puisse avoir un repère sûr. Le président Houphouët-Boigny, en construisant à Yamoussoukro, a voulu que sa ville soit une ville spirituelle. Donc nous aussi, quand nous essayons d'élargir le sillon de son développement, nous voulons donc inscrire nos actions dans un cadre de spiritualité. C'est pourquoi nous avons commencé ici à la basilique Notre-Dame de la Paix. Il s'agit surtout de rendre hommage à Pierre Fakouri, un homme qui a participé à la construction de la Côte d'Ivoire à travers les grands ouvrages qu'il a réalisés. De Félix Houphouët-Boigny à Alassane Ouattara, Pierre Fakouri a conduit plusieurs travaux. Il s'agit entre autres de la construction et la réhabilitation de l'immeuble Postel 2001, la rénovation du CCIA et la construction de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. C'est pour toutes ces raisons que le conseil municipal a décidé de l'honorer. Visiblement heureux de l'hommage fait à son père, Clyde Fakouri a promis de longues années de collaboration avec la Côte d'Ivoire. Le Bureau national d'études techniques et de développement BNET accompagne depuis 1978 les grands projets dans notre pays. Aujourd'hui, son expertise est reconnue au-delà de nos frontières. Il a réalisé plusieurs chantiers au Bénin. Christelle Ménan. On l'a connu en 1978 sous le nom de Direction et contrôle des grands travaux.
Depuis bientôt 40 ans, le désormais Bureau national d'études techniques et de développement a la même mission: réaliser le développement de la Côte d'Ivoire. Génie civil, agriculture, information géographique, informatique, autant de domaines dans lesquels la société d'État assure la maîtrise d'œuvre de conception ou d'exécution. Le BNET ne construit pas, mais le BNET s'assure que les entreprises qui exécutent donc des travaux travaillent conformément à leur cahier des charges. Nous avons une expertise qui est reconnue en Côte d'Ivoire et une expertise que nous pouvons donc aussi mettre à disposition d'un certain nombre de pays donc de la sous-région. 15 pays au total, du Sénégal à la Guinée équatoriale en passant par la Centrafrique. Depuis 2003, le BNET internationalise ses activités et son expertise. C'est environ 10% de son chiffre d'affaires. C'est à Cotonou, au Bénin, que le BNET compte le plus de projets d'infrastructure. Nous nous sommes donc rendus sur les terres de Béanza. Avec ses 800 000 habitants, Cotonou, comme toutes les grandes villes africaines, voit sa population exploser au fil des années, mettant ainsi à rude épreuve les infrastructures de base qu'il faut sans cesse maintenir et déployer. La route en fait partie. Le BNET a supervisé la construction de près de 175 km de route dans le pays. Nous sommes ici à Ouiho, où on a un passage dénivelé, communément appelé par la population échangeur de Ouiho. C'est le premier chantier qu'a réalisé le BNET en suivi et contrôle de travaux. Le BNET voulait marquer sa présence au Bénin pour montrer qu'en dehors des grands bureaux européens qui conduisaient les grands travaux, qu'on avait la capacité aussi en Afrique de conduire de grands travaux. Face à la concurrence, le BNET aligne 40 ans d'expérience et une palette de 600 experts. Nous avons la chance d'avoir un certain nombre donc, de collaborateurs qui travaillent donc, au BNET depuis longtemps sur ces questions. Ce sont des ingénieurs, donc des formations donc, dans les meilleures écoles donc, en Côte d'Ivoire et dans le monde. Une expertise questionnée chaque fois que la société répond aux appels d'offres. Le gouvernement béninois représente 100% du chiffre d'affaires du BNET au Bénin. Et pour rester un des partenaires privilégiés du ministère béninois des Infrastructures, l'argumentaire de l'offre est construit sur 3 piliers: le coût, la qualité et les délais. Avec BNET, nous avons toujours constaté que les prestations sont réalisées dans les délais. Il n'y a souvent pas de retard de réaction ou de retard dans les livrables. Deuxième élément, ils arrivent à gérer le budget que nous mettons à leur disposition. Ça ne veut pas dire qu'on ne leur a pas confié des travaux qui ont connu de dépassement du budget. Mais quand ça va arriver, nous sommes prévenus à l'avance et on prend les dispositions pour... On n'est pas surpris. Éviter les surprises parce qu'il s'agit d'infrastructures qui engagent la survie d'un État et le bien-être de millions de personnes, notamment en matière d'électricité. Pour couvrir environ 30% des besoins en électricité du pays, le gouvernement béninois a confié au BNET le suivi et le contrôle de la construction de la centrale de Maria-Gleta. Actuellement à l'arrêt, c'est la deuxième du pays. Les travaux de cette centrale ont démarré en 2008 et du fait de l'entreprise, c'était pour une durée d'1 an et demi, mais nous sommes retrouvés à 8 ans pratiquement avant de finir. Et c'est parce que le BNET était là pour le suivi et le contrôle. Sinon, ce serait un éléphant blanc. En tant que gendarme du maître d'ouvrage, l'État béninois, le BNET était en charge de valider les plans de faisabilité. C'est la phase des études. Il y avait les études, mais en dehors des études, il faut être au pied de l'ouvrage tous les jours pour voir comment, est-ce que, selon les cahiers de charges, l'ouvrage est exécuté. Puis après ça, on a supervisé les essais. 2 autres centrales thermiques vont être construites sur ce site de Maria-Gleta. L'appel d'offres a été lancé en 2016. Notre tournée nous conduit à 400 km de Cotonou, sur un autre chantier. Fierté du BNET au Bénin, fierté de la Côte d'Ivoire à l'international. L'aéroport de Tourou à Parakou. 3300 mètres de piste d'envol, 22 500 mètres carrés d'aires de stationnement construits pour accueillir tout type d'aéronefs. Chaussée aéronautique, bâtiments, installation des équipements, le BNET
sélectionné pour le suivi et le contrôle, a dû regarder au moindre détail. Surtout, ceux liés au respect des normes. Juste après l'exécution, avant que l'aéroport n'entre en exploitation, il faut passer à la certification. Et au cours de la certification, les experts vérifient si tous les paramètres et toutes les recommandations, toutes les normes techniques sont respectées. Et si c'était le cas, s'il n'y a pas un suivi permanent, on l'aurait constaté et l'aéroport ne va pas obtenir cette certification. Pendant que l'aéroport de Touro à Parakou s'apprête à accueillir ses premiers avions, l'avenir du BNET à l'international se construit chaque jour depuis Abidjan. La vision, demeurer pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique, le partenaire privilégié du développement, le pôle d'expertise à la pointe de l'art. Le dossier est signé Christelle Menon. Désormais, vous suivez les différentes éditions du journal télévisé de RTI 1 dans un nouveau décor. C'est ce que vous faites actuellement. Ce changement est né de la volonté de la direction générale de faire de la RTI le leader de l'audiovisuel en Afrique. Sita Soro. Le compte à rebours lancé. Il est 20h. Les téléspectateurs découvrent le nouveau décor du journal télévisé de RTI 1 et avec eux des invités spéciaux installés au studio B de la RTI pour ce grand lancement. La télévision a troqué ses décors faits de planches et parfois de bouquets de fleurs d'il y a 20 ans pour un plateau moderne et à la pointe de la technologie. Toujours encore plus de travail pour satisfaire les Ivoiriens. Vraiment, c'est notre moteur principal. Nous les écoutons, nous entendons leurs attentes. La télé est un des miroirs d'un pays. Donc la Côte d'Ivoire étant un pays ambitieux, qui a une belle histoire, il est important que nous soyons à la hauteur de cette image et de cette attente des Ivoiriens. Présent à la cérémonie de lancement de ce nouvel édifice, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste n'a pas manqué de saluer et de féliciter le travail réalisé. Bravo donc à la RTI, qui répond ainsi à l'élan d'émergence souhaité par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Le président vous suit tous les jours, je peux vous le confirmer. Le Premier ministre également vous suit tous les jours. Ils m'ont chargé pour aujourd'hui de vous dire leurs compliments pour le travail accompli. Comme à Hollywood Boulevard, les journalistes qui ont fait le beau jour du journal télévisé, tels que Joseph Diomandé, Lévi Nyamke et Jésus Kwasi Yoboué, pour ne citer que ceux-là, ont vu leur étoile tapir le sol et leur image orner les murs. Des dévanciers qui n'ont su cacher leur émerveillement face à ce chef-d'œuvre. C'est un bond quantitatif et qualitatif. Je suis heureux de me retrouver dans mon élément. Voilà, je souhaite beaucoup de bonnes chances, beaucoup de chance à tous ceux qui sont venus après nous. Aujourd'hui, ce que nous avons vu là est véritablement un studio moderne, un studio qui n'a absolument rien à envier au studio des grandes chaînes de télévision que nous avons eu l'occasion de visiter. Un challenge à relever pour la génération actuelle. Nous allons faire de notre mieux. Nous allons essayer de faire comme nos prédécesseurs. Tous ceux qui étaient ici ce soir-là, les Vignamke, tous ceux qui sont venus, en tout cas tous ces anciens-là, on essaiera de copier, essayer de faire comme eux pour faire plaisir à tous les téléspectateurs. Le nouveau plateau du journal de RTI 1 fait 110 mètres carrés, avec 6 caméras dédiées. Sa construction a mobilisé 50 techniciens et 1940 heures de travail. Félicitations donc à la RTI. Rendons-nous en Somalie pour terminer. Un kamikaze s'est fait exploser hier lundi matin dans l'un des plus grands camps militaires de la capitale somalienne, Mogadiscio, faisant plusieurs morts au lendemain d'une attaque contre le nouveau chef de l'armée. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.